Il paraît que je suis quelqu'un d'impulsif. C'est ce que me disait ma coloc quand je lui expliquais que si elle ne supportait pas d'entendre le glissement de mes pas quand j'eus l'audace de faire un aller-retour entre la cuisine et ma chambre un vendredi soir vers 21h, il fallait peut-être qu'elle reconsidère ses choix de vie et envisage de délocaliser son petit corps fragile dans un 15 mètres carrés comme tous les pauvres qui souhaitent ou éprouvent le besoin d'habiter dans notre belle capitale. C'est vrai que j'ai enregistré le dernier épisode sur un coup de tête. Je suis rentrée chez moi après une soirée très alcoolisée et je me suis dit, c'est parti, je me lance dans un épisode sans filet. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas kiffé cet épisode. Never again. Plus jamais. C'est une galère à monter déjà. C'est tellement difficile de garder de la suite dans ses idées et de rester cohérente quand on n'a rien préparé du tout. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous le déconseille fortement. Je me le déconseille fortement. Enfin, si comme moi, vous êtes une personne profondément angoissée par le contact humain et que vous avez besoin de préparer consciencieusement ce que vous allez dire, je vous le déconseille aussi. Ce détail mis à part, je suis pas trop du genre à suivre les règles à la lettre. En général, j'aime me laisser porter, ce qui m'a valu que des embrouilles en matière de dating. J'ai longtemps été anti-red flag. Peut-être que ça peut compter comme une règle. Je me suis longtemps interdit de juger les gens sur leurs photos, leur style de vie, avec bien sûr une dérogation pour les gens qui affichaient fièrement un passage en école de commerce. Ouais, je sais que vous êtes nombreux, mais désolé, ces gens-là m'effraient. Et je pense que c'est à cause de quelques reportages que j'ai pu regarder ado sur les écrites en école de commerce. Quelques histoires que j'ai entendues aussi, mais surtout la validation des valeurs ultra-capitalistes par les gens qui en sortent en général. Après avoir rencontré pas mal de gens incompatibles, de gens désagréables, de mecs qui parlaient comme des brochures du parti En Marche, de gros mythos qui n'assument pas leur statut de charo, etc., etc., je me suis dit que si je voulais me sortir de cet enfer qu'est le dating, je devais peut-être changer ma manière de faire. Et aussi parce que cette phrase revient dans de nombreuses séries que je binge, et c'est sans doute un truc de scénariste, mais en fait, les persos disent souvent dans ces films, ces séries plutôt, pardon, la définition de la folie, c'est répéter la même action en attendant un résultat différent. Que dire de plus ? Et on sait tous très bien que si j'étais un personnage de série, il ne serait pas fou. En galère, oui. Plein de questionnements, c'est sûr, mais pas gueudin. Pour revenir au red flag, le truc avec ce principe, c'est que comme toutes les notions qui se démocratisent, elles finissent par se diluer dans tout un tas de trucs qui ne correspondent que vaguement au concept original. Se dire que c'est red flag qu'un mec donne une liste exhaustive de ce qu'il recherche chez une femme, de tout ce qu'il déteste, et que cette liste ressemble davantage à des déclarations misogynes qu'on pose là pour dire de quel côté de l'histoire on se trouve. Ouais, je me dis, ok, red flag. D'aller à un date et de voir la personne être désagréable et agressive avec toutes les personnes qu'elle a décidé de ne pas ramener chez elle ce soir-là. Ok, red flag. Ce mec qui vous aborde, pardon, c'est souvent des mecs, en vous demandant comment vous êtes habillé et si vous pratiquez la sodomie après avoir demandé comment vous allez. Ouais, red flag.
Le fait est que plus j'entends parler les gens de red flag, plus je me rends compte que chacun le met à sa sauce pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Il avait une oreille percée, il habitait Boulogne-Billancourt, elle portait des Air Force rouges et noirs. Pas sûr que tout ça soit red flag. Donc sans vouloir tomber dans la dénaturation de concepts qui servent en premier lieu à identifier les prédateurs et les gens méchants, j'ai créé ma propre liste, en tout cas non, mon propre, c'est pas une liste, c'est plutôt... j'ai créé ma propre nomenclature. Ce serait plutôt non, next, pas dans cette vie. Tout ensemble ou chacun séparément. Non, next, pas dans cette vie. Et la liste est longue. Ce qui me laisse penser une fois de plus que je vais crever seule. Maintenant, je sais pas s'il est intéressant que je vous dévoile la liste de toutes les choses qui me font swiper à gauche ou cliquer sur une croix. Je suis plutôt changeante comme meuf. Il y a quelques mois, il m'était inconcevable de dater quelqu'un qui a des enfants, parce que je savais que je serais frustrée par le temps limité que cette personne pourrait me consacrer. Et puis, je me suis rendu compte qu'à mon âge, la plupart des gens ont des enfants. Faudrait peut-être que je fasse un effort. En revanche, je continue d'éviter les personnes qui habitent à plus de 20 km de chez moi. Je ne conduis pas et j'adore boire. Les personnes qui disent pratiquer la non-monogamie éthique, parce que c'est pas à moi d'entretenir ta vie émotionnelle et sexuelle pour rendre tolérable ta vie domestique en déréliction. Les gens qui se disent polyamoureux, même réponse. Je crois à des alternatives au couple traditionnel, mais pas à celle-là. Bon, je continue ma liste. Les personnes qui ne lisent pas, celles qui ont des photos de profil à moitié nues, ça ne présage rien de bon. Et surtout, rien de durable. Je dis ça comme si c'était moi qui choisissais au final, mais enfin, au moins ça m'en donne l'illusion. Je suis persuadée que les conditions sociales, économiques et environnementales dans lesquelles on évolue nous promettent un type de personne. Tout est joué à l'avance. Et je pense aussi que cela se joue de manière tellement subtile qu'il est difficile d'en avoir conscience. Après, je dis ça, mais je reste persuadée que ça a été théorisé par plein de gens plus intelligents que moi, mais visiblement, je lis pas assez. Bon, par exemple, en tant que meuf noire, je me demande souvent pourquoi je suis autant attirée par les hommes de type caucasien. Je suis attirée par tout un tas d'hommes, mais si je devais faire des statistiques, je dirais qu'ils représentent au moins 80% des hommes que j'ai fréquentés. Et pour moi, ça fait pas vraiment sens, parce que je suis souvent très critique des privilèges et des modes de vie qui caractérisent ces mecs-là. Ces mêmes privilèges et habitudes qui vont se transformer en problèmes et incompréhension si je ne me retrouve pas face à quelqu'un en mesure de les remettre en question. Comme c'est le cas pour la plupart des gens qui jouissent d'un privilège, blanc ou non. Ça peut également devenir une source de souffrance et d'inquiétude. Ça peut être difficile de partager sa vie intime avec une personne qui traverse la vie en rencontrant moins d'obstacles ou qui ne croit pas à ceux que vous dites rencontrer. Je sais bien que je parle avant tout d'attirance physique, mais pour moi, elle est intrinsèquement liée à la personnalité et à la façon d'être. C'est un peu la même chose, non ? Personnalité et façon d'être. Après avoir pas mal réfléchi à tout ça, j'en suis venue à la conclusion que j'étais autant attirée par ce type d'homme-là, parce que ce sont ceux qu'on voit le plus dans la culture que je consomme. Ça m'arrive parfois de me rendre compte que le contenu que je regarde est plein d'hommes qu'ici on appellerait racisés, qui sont plus séduisants que celui qui me plaît le plus et qui est souvent blanc. À la différence près que celui qui me plaît interprète un rôle qui le rend séduisant. Vous voyez où je veux en venir ? Il y a un problème de représentation dans le cinéma, les séries, dans la littérature et même la musique. Oui bon, c'est pas nouveau. Mais le problème pour moi, c'est que ça influe fortement
sur ce que je trouve, moi, désirable. Et je suis sûre qu'on est tous et toutes influencés par ça. Et certainement à des degrés différents, mais quand même. Avoir tout ça en tête, ça me facilite pas vraiment les choses. D'autant plus que j'ai décidé tout récemment que je refusais de me laisser emmerder. Que je refusais de modifier quoi que ce soit dans mes habitudes ou mon comportement pour plaire. Parce que jusqu'ici, ce sont des choses que j'ai pu faire pour arrondir les angles et surtout ne pas être seule. Et que le résultat a été de se retrouver dans des relations où le taux de satisfaction des participants était très faible, voire inexistant chez l'un des deux protagonistes. Je refuse désormais d'être la personne qui pansera les plaies d'une grande tige mal dans sa peau. Ouais, j'aime les hommes grands. En échange de sexe médiocre parce que nos vies, ma vie, vaut plus que leur profit. Après, il est vrai que rassurer, consoler, prendre soin de quelqu'un n'est pas toujours une perte. On se fait du bien à soi quand on se sent si utile. Mais est-ce que ça doit obligatoirement se faire sans aucune reconnaissance ou garantie que cette relation évolue vers quelque chose de sain et d'épanouissant ? Je pense pas. Et pourtant, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Avec le garçon au regard vide, une fois que j'ai compris qu'il était intéressé par une personne qui n'avait absolument rien à voir avec moi en termes de physique, de personnalité et d'origine sociale, l'idée qu'il ne se passerait jamais rien entre nous a commencé à devenir de plus en plus réelle et de moins en moins insupportable, mais loin d'être intégrée dans ma petite tête. C'était pas uniquement de ma faute. C'est vrai que la plupart du temps, et surtout quand on était entouré, il se montrait plutôt distant, voire désagréable avec moi. Mais à d'autres moments, certes bien plus rares et donc précieux à mes yeux, il se montrait plutôt inquiet du regard que je portais sur lui. Il me montrait que la perception que j'avais de lui comptait et qu'il avait confiance en mon jugement. C'était évidemment sur des questions qui n'avaient pas vraiment d'importance. Le garçon au regard vide aimait se rassurer dans mon regard à moi, sur son physique, sur sa voix, sur la façon dont les autres le percevaient. Je le trouvais merveilleux. Alors, j'imagine que les réponses que je lui donnais lui faisaient du bien. Ce que je ne voyais pas, c'est qu'il utilisait mon regard sur lui pour se donner le courage d'aller vers elle. Dans ces moments-là, il savait toujours me trouver, se montrer si drôle et charmant que ça ne pouvait qu'adoucir le regard que je portais sur lui. Et c'était au-delà de l'attraction. Dans ces moments-là, il était le plus beau. Et tout mon être devenait un miroir reflétant celui qu'il avait besoin de voir. Le reste du temps, il me paraissait toujours récalcitrant à toute forme de contact. Avec moi ou les autres, il semblait se raidir à la simple idée de faire la bise à quelqu'un. Et j'aimais respecter cette limite-là chez lui. Alors je ne le touchais jamais, même si l'envie m'en brûlait les doigts. Je trouvais qu'il y avait une sorte de beauté à attendre patiemment, qu'il me fasse confiance. La personne très sensuelle que je suis rêvait même d'une relation sans rapport physique. Genre, même pas des mains qui s'effleurent, absolument rien. J'aurais accepté toutes ces conditions. Faut croire que je me serais rasé le crâne et changé de sexe si ça avait été le seul moyen. Mais je crois que il aimait les vraies filles. Celles qui ont les cheveux longs, une nuque délicate et les épaules étroites. Des courbes juste assez présentes pour les distinguer des hommes. Un soir, on regardait un film. J'étais assise à côté de lui, il faisait chaud. Je portais un débardeur et un short relativement court. J'étais bien à côté de lui. Pour une fois, je me sentais comme libérée de l'attirance que j'avais pour lui. J'étais moins obsédée par l'idée de passer du temps avec lui. Je me disais qu'il arrêterait bientôt d'hanter mes rêves pour devenir un vrai copain.
un ami peut-être. Et puis, tout d'un coup, il a arrêté de regarder le film pour porter son regard sur mes cuisses. Copain en devenir ou pas, c'était gênant. Maintenant, je pense que c'est pire, mais à cette époque, j'avais ces cuisses à la fois dodues et puissantes, capables de me porter loin et longtemps. Peut-être, mais qui étaient peut-être 3 fois plus épaisses que celles de cette fille qu'il poursuivait depuis des semaines. Bien sûr que j'imaginais qu'il les trouvait monstrueuses. Ce qui est drôle, c'est que je pense qu'on peut fixer tout autant une chose qui nous dégoûte qu'une chose qui nous fascine. Et parfois on ressent même le dégoût et la fascination en même temps. Enfin, sans lâcher mes cuisseaux du regard, il a fini par passer son index sur ma cuisse gauche, en faisant remonter son doigt jusqu'à la limite imposée par mon short. Un simple glissement, une caresse d'une légèreté chirurgicale qui dura à peine 2 secondes. Il n'a pas complimenté la douceur de ma peau. Il n'a pas fait de remarques sur l'impressionnante fermeté de mon quadriceps. Ce geste et plus rien. Il est retourné à son film et moi, à ma passion. Pour lui. Évidemment que j'ai passé des semaines à penser à cet instant auquel je n'aurais jamais d'explication. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. D'habitude, je vous dis que si vous aimez les digressions non disruptives sur le dating et les autres choses de la vie, un podcast qui pourrait avoir un meilleur titre et qui en cherche toujours un, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez complètement m'envoyer vos suggestions. Si vous aimez ce podcast, même si vous en aimez pas le titre, vous pouvez le suivre sur Thread grâce au compte Le Podcast de la Meuf Inutile sur Instagram. Toujours sur le podcast de la Meuf Inutile. Partagez-le, mettez des petites étoiles, parlez-en autour de vous et partagez-le. Bref, show me the love. Bisous.